Très bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Les rendez-vous IoT du pôle Alpha RLH. Les gens commencent à se connecter. On va juste attendre 30 secondes et on va démarrer sans tarder, sachant qu'on a un programme assez chargé. Donc, je le disais, bienvenue sur ce webinaire qui va porter sur la performance énergétique et économique des objets communicants. Et pour ce faire, on aura le plaisir d'accueillir nos deux experts. On commencera avec Hervé Parvery, qui est expert antenne chez System, et puis également Victor Petit, qui est ingénieur commercial chez Endless Wireless. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, encore quelques secondes. Eh bien, écoutez, je propose de démarrer. Alors, vous avez eu le programme, mais un rappel rapide. Je ferai une petite introduction sur la thématique et la présentation du pôle Alpha RLH. Donc ensuite, vous aurez une présentation de système sur la transmission des données de manière efficace et robuste. Ensuite, Endless Wireless apportera un éclairage sur l'IoT au service du monitoring des performances énergétiques. Et puis, on finira par une question de session-réponse. Alors, on le fera à la fin, parce que c'est plus commode. Vous pourrez poser vos questions dans le chat sur la droite. On va collecter vos questions et on y répondra à la fin. Alors, tout d'abord, on se réunit aujourd'hui autour d'une thématique de l'IoT. Pourquoi ? Il nous a semblé au sein du pôle Alpha RLH que c'était un sujet d'actualité intéressant. Le monde de l'IoT est en pleine effervescence. Les objets se développent par milliards. Donc, c'est un sujet intéressant et qui est à la fois relativement technique parce qu'il s'agit de traiter de capteurs, de transmission de data. Et une fois qu'on a cette data, il faut la sécuriser et la traiter, l'exploiter. Et tout ça fait que c'est un métier qui est relativement difficile. Il est rare d'avoir au sein d'une même structure toutes ces compétences pour faire un IoT efficace. Alors l'idée, c'est de vous apporter un éclairage en faisant intervenir des experts du métier qui vous partageront leur expérience et qui feront des retours d'expérience aussi sur des chantiers qu'ils ont réalisés avec des clients. Et tout ça fait qu'on espère que vous aurez des éléments de réponse. Vous pourrez bien entendu rentrer en contact avec les sociétés par la suite et puis trouver les réponses à vos questions. Voilà. Les challenges de l'IoT, c'est aussi une série de webinaires et d'événements. Là, on a appelé l'épisode 1. Ça veut donc dire qu'il y en aura d'autres à échéance un peu régulière où on vous présentera des thématiques un peu différentes. Voilà. Un mot sur le pôle Alpha RLH. Donc, nous sommes un pôle de compétitivité. L'objectif essentiel, c'est d'aider les entreprises, laboratoires à monter des projets d'innovation et à les faire financer. Pour ce faire, on organise des webinars, des réunions, de networking, des événements sur des thématiques un peu différentes. Vous voyez, nous sommes un pôle des technologies. On s'appuie sur deux socles technologiques, la photonique laser d'un côté et tout ce qui est électronique hyperfréquence de l'autre, avec en transverse une activité qui porte sur le numérique et l'industrie du futur. Et ces technos, on a vocation à les porter sur des marchés applicatifs que sont la communication sécurité, énergie bâtiment intelligent, l'aéronautique, spatiale défense et la santé. Voilà. Et donc, autour de l'IoT, on va traiter tous les sujets que vous voyez, je ne vais pas les citer, mais ça tourne autour du triptyque que j'ai évoqué tout à l'heure, tout ce qui va concerner les capteurs, les réseaux de communication et le traitement de la data. Voilà, donc pour faire ça, nous sommes une organisation où nous avons à peu près 278 membres. Vous voyez les logos, là, ce sont essentiellement des groupes, mais sachez que l'essentiel de nos membres, à peu près 70%, sont des PME. Nous avons 4 bureaux en région pour couvrir le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, mais pas uniquement. C'est une équipe de 22 personnes. En général, elle est composée d'experts dans leur domaine d'activité. Voilà pour le pôle. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Hervé Parvery, de Système. Simplement pour vous rappeler à nouveau les questions, on va les prendre au fur et à mesure dans le chat et on les traitera à la fin. Hervé, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, je suis Hervé Parvery, donc je suis ingénieur au centre de transfert technologique Système. Je travaille donc moi sur le design et la conception et l'intégration des antennes dans les produits. Donc aujourd'hui, je vais faire un focus justement sur la transmission des données dans l'IoT de manière efficace et robuste.
Et avant ça, je vais commencer juste par vous dire quelques mots sur Système pour que vous sachiez qui nous sommes. Donc Système, nous sommes un centre de transfert technologique, c'est-à-dire que nous sommes une structure entre les laboratoires de recherche et les industriels pour justement accompagner les industriels à développer leurs produits, leurs projets innovants et monter en TRL. Donc, notre structure a 25 ans d'existence. Elle est née à l'initiative de chercheurs du laboratoire XLIM. Donc, XLIM, c'est un des plus gros laboratoires européens dans le domaine des hyperfréquences de l'optique et des lasers, qui représente à peu près 500 chercheurs. Et donc, Système, donc, nous sommes le centre de transfert technologique dans le domaine donc, des hyperfréquences et des communications sans fil. Et nous avons donc le label CIR, le label CRT qui permet de bénéficier du crédit impôt recherche lorsque nous intervenons pour des prestations, et aussi le label COFRAC pour tout ce qui est marque HTE et mesure CEM. Donc nous sommes aujourd'hui une trentaine de personnes localisées donc principalement à Limoges, Brive, Poitiers et Bordeaux. Donc, nous sommes structurés en 3 axes d'études. Donc, un axe qui concerne principalement les composants hyperfréquences, donc actifs ou passifs, donc que ce soit des antennes, des filtres, amplificateurs, etc. Un axe système hyperfréquence, donc là, qui va concerner la chaîne globale de transmission, avec l'électronique embarquée, le pilotage des capteurs, etc. Et enfin, le troisième axe qui concerne la mesure, donc tous les moyens de prototypage pour réaliser des prototypes, des circuits intégrés et des boîtiers 3D. Nous avons donc des imprimantes 3D et tous les moyens de mesure, donc chambre anéchoïque, analyseur de réseau, analyseur de spectre. Et nous sommes donc certifiés COFRAC pour faire les marquages CE et toutes les mesures relatives aux normes d'émission radio des produits. Donc maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc en fait, dans le monde actuel, nous sommes entourés d'objets connectés dans tous les domaines, hein, que ce soit la santé, l'habitat intelligent, l'automobile, le monde industriel, etc. Donc un IoT, un objet communicant, donc c'est un objet qui doit communiquer, donc qui doit garantir une bonne connectivité et une interface radio pour transmettre les données. Et généralement, c'est un objet qui est alimenté par batterie ou par pile, donc qui est autonome, et donc une bonne gestion de l'énergie doit être mise en place pour garantir une bonne autonomie, une bonne durée de vie au produit. Alors souvent, ce que nous constatons lors des développements des objets connectés par nos partenaires, c'est que l'accent est mis principalement sur le côté applicatif et au détriment de la partie hardware du produit. Et en général, il en découle des radios qui vont être surdimensionnées par rapport aux besoins, donc ce qui vont dire une consommation énergétique plus importante. Des antennes désadaptées, ce qui veut dire que pour que le système fonctionne, on va mettre la radio au plus fort de son émission pour que ça fonctionne. Donc, encore une consommation plus importante et qui va engendrer bien souvent aussi des problèmes CEM. Donc, lorsque l'on veut concevoir un objet connecté, il y a les bonnes questions à se poser dès le départ, donc pour définir les spécifications du produit, notamment à savoir quel est le type de données que l'on va vouloir transmettre. Est-ce que c'est juste des remontées de température ou de données issues de capteurs, ou plutôt de l'image? Donc, suivant le type de données, ça va nécessiter d'avoir une bande passante plus ou moins importante
et du débit. Quels vont être les services associés? Est-ce que ça va être une remontée d'informations via une application sur un smartphone ou une collecte de données sur une infrastructure réseau? Comment se fait la collecte des données aussi? Est-ce que c'est des données en temps réel pour avoir un suivi permanent ou juste une remontée ponctuelle, une ou deux informations dans la journée? Donc en fait, toutes ces questions-là vont permettre de choisir le standard de transmission qui va être adapté. Donc, dans la présentation suivante d'Endless Wireless, vous aurez plus de précision justement sur les différents standards de communication utilisés en IoT. Et aussi, donc moi, je vais plus focaliser sur l'aspect hardware de la carte électronique. Et donc là, il va falloir choisir les bons composants qui vont être optimaux en termes de performance et consommation énergétique, et mettre aussi l'accent sur la partie design de la carte, notamment sur la partie RF et l'intégration des composants critiques qui vont être le module radio et surtout l'antenne. Ça, de manière à pouvoir optimiser le transfert des données et aussi donc améliorer la durée de vie du produit. Donc l'antenne, c'est quoi? Donc, en fait, l'antenne, c'est l'élément qui est à l'interface entre la partie conduite et la partie rayonnée. Donc, ça va faire la conversion du signal électrique en onde électromagnétique qui va être rayonnée et inversement en réception. Donc, l'antenne est un élément passif qui est réciproque, donc qui fonctionne de la même manière en émission et en réception. Et elle est caractérisée principalement donc, par son impédance et son efficacité de rayonnement. Or, donc, les antennes compactes, qui sont généralement utilisées dans IoT, vu que nous sommes sur des objets très petits, ces antennes compactes sont très fortement variables de leur environnement d'intégration. Donc, je vous montre ici quelques exemples d'antennes utilisées dans les objets connectés. Donc, généralement, dans les objets connectés, les bandes utilisées sont les bandes libres qui ne nécessitent pas d'avoir une licence. Donc, ça va être les bandes entre 2,4 et 2,5 GHz. La bande autour de 868 MHz et 434 MHz. Une antenne, en fait, une antenne classique, son fonctionnement est lié à ses dimensions géométriques qui sont fixées par rapport à sa fréquence, donc à la longueur d'onde utilisée. Et une antenne classique, c'est entre un quart, entre la longueur d'onde et un quart de la longueur d'onde. Donc, si on regarde les fréquences principalement utilisées, on voit que la longueur d'onde, c'est quelques dizaines de centimètres. Souvent, donc, les objets sont beaucoup plus petits et donc les antennes utilisées vont être des designs imprimés sur le PCB ou des antennes type puce qui vont être montées sur la carte ou des petits PCB flexibles avec une connectique micro-coaxiale qui va être reliée à la carte. Et vous voyez que les dimensions des antennes que je vous ai mis en exemple, ça va être de quelques millimètres jusqu'à quelques centimètres. Donc on est sur des dimensions de l'ordre du dixième de la longueur d'onde. Donc on est sur des antennes très compactes qui vont dépendre très fortement donc, de tout l'environnement qui est autour d'elles. D'où la nécessité de prendre certaines précautions pour intégrer l'antenne. Le premier point important à savoir, c'est qu'une antenne n'est pas un composant standard qui a des performances figées. Donc, il est nécessaire d'appliquer donc une attention et respecter des bonnes et bien respecter les règles pour limiter les risques lors de son intégration. C'est-à-dire donc respecter ce qu'on appelle une zone de clearance autour de l'antenne. Donc ça va être une zone autour de l'antenne où il n'y aura aucun composant qui va être monté ou d'éléments mis juste à côté. Par exemple, la batterie ne doit pas être sur l'antenne. Implémenter aussi l'antenne sur la zone optimale sur la carte électronique pour assurer un bon fonctionnement de celle-ci. Faire attention aussi lorsqu'on va sélectionner une antenne
si c'est une antenne du commerce, donc de bien lire la datasheet. En général, les performances annoncées par les fournisseurs sont des performances dans un contexte bien particulier. Et il faut savoir que dans son contexte d'intégration, on aura des performances qui seront bien différentes. Donc, en général, il faut faire une expertise pour savoir à quoi s'attendre. Et aussi, donc, prévoir l'implémentation d'un circuit d'adaptation d'impédance qui vont permettre justement d'adapter l'antenne avec le module radio avec lequel elle va être associée. Et comme les éléments aussi très proches de l'antenne vont avoir un impact, c'est nécessaire de faire du co-design entre les métiers du hardware et de la mécanique dès le début du développement du produit pour maîtriser tous les paramètres qui vont être sensibles. Donc, concernant le placement de l'antenne, celle-ci doit être mise sur le bord de la carte électronique, pas en plein milieu de la carte autour de tous les éléments électroniques, donc vraiment sur le bord du PCB, excepté pour un type particulier d'antenne, donc les antennes patch que l'on retrouve des fois pour des applications GPS, où celles-ci peuvent être mises au centre de la carte, mais sinon, toutes les autres antennes doivent être placées sur le bord du PCB. Privilégier le petit côté de la carte électronique, justement pour maximiser la longueur d'onde du plan de masse. Si vous allez voir tout à l'heure dans les exemples que je vais vous montrer, le plan de masse influe beaucoup sur les performances de l'antenne. Et si on est sur un système multifonction qui nécessite d'avoir plusieurs antennes colocalisées sur le PCB, donc bien veiller aussi à l'emplacement des différentes antennes pour minimiser le couplage entre elles, qui vont dégrader les performances. Donc les éléments du produit qui vont impacter les performances de l'antenne, donc d'un point de vue hardware, ça va être les propriétés électriques du substrat, c'est-à-dire sa permittivité et sa tangente de perte. Donc ça impacte principalement pour le design des antennes imprimées sur le PCB. Et ensuite, donc, les dimensions de la carte électronique et du plan de masse. Donc ça, c'est valable pour les antennes imprimées et aussi pour les antennes reportées type antenne chip. Le packaging du produit, donc le boîtier plastique qui va être vraiment très proche de l'antenne. S'il y a des résines aussi à l'intérieur pour l'étanchéité, les peintures qui peuvent être utilisées aussi sur les boîtiers. Les éléments conducteurs proches, donc la batterie et s'il y a un système de fixation avec des supports métalliques. Donc, tous ces éléments-là vont avoir un impact sur l'antenne, donc soit sur son adaptation, soit sur la façon dont elle va rayonner. Donc l'impact après va être plus ou moins fort suivant le type d'antenne et les dimensions de ces éléments perturbants. Donc maintenant, je vais vous rentrer un peu plus dans le détail justement de chacun de ces éléments. Je vais commencer par vous parler de l'adaptation de l'antenne. L'adaptation de l'antenne, c'est quoi? C'est la façon dont l'énergie va être transmise entre l'antenne et son module radio. C'est-à-dire que l'antenne a une certaine impédance et cette impédance doit être optimale pour maximiser le transfert de puissance vers le module radio. En effet, donc en l'interface entre les deux, vous allez avoir une certaine puissance qui va être réfléchie si l'antenne est mal adaptée. Donc généralement, l'impédance de référence, c'est 50 ohms en sortie des modules radio. Donc il faut s'arranger pour que l'impédance de l'antenne soit 50 ohms. Donc en termes l'adaptation de l'antenne, donc ça se caractérise par les paramètres SA1 ou le VSWR, donc qui sont liés à son impédance. Et donc ça se mesure avec des analyseurs de réseau vectoriel. Et donc le paramètre SA1 que vous retrouvez en général indiqué aussi dans les datasheets des fournisseurs doit être le plus faible possible pour avoir les pertes les plus petites et donc le coefficient de réflexion le plus faible. Donc, pour qu'une antenne soit très bien adaptée, il faut que ce coefficient soit inférieur à moins 10. Là, en fait, il y a 90% de l'énergie qui va être transmise. Sur les antennes très compactes et les objets très petits,
généralement, on accepte à partir de -6, ce qui est souvent très difficile d'avoir une très bonne adaptation à un niveau de -10 sur l'ensemble des fréquences. Donc, en général, le critère va être à -6, ce qui va correspondre donc à 75% de l'énergie qui va être transmise. Et donc après, si ce critère d'adaptation est dégradé, vous voyez que très vite, on va augmenter les pertes. Et donc, si vous êtes sur un niveau à -1, ben là, vous n'aurez que 20% de puissance transmise. Et donc, tout le reste sera réfléchi vers le module radio et pas rayonné par l'antenne, et qui peut très vite augmenter les pertes du système. Donc, que faire si mon antenne n'est pas 50 ohms? Donc, il n'est pas toujours possible de, de pouvoir avoir une antenne avec la bonne impédance. Si on est limité sur les surfaces du PCB pour faire le design, si on fait une implémentation d'une antenne du commerce, donc dans notre contexte, ça ne sera pas forcément 50 ohms. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle un circuit d'adaptation d'impédance. Donc, ça va être des éléments localisés qui vont être placés entre le module radio et l'antenne, qui vont permettre d'adapter l'impédance de l'antenne à l'impédance 50 ohms du module radio. Donc, je vous ai mis en exemple, en analogie, c'est comme si vous aviez par exemple, deux tubes de diamètre différents et que vous voulez les relier entre eux pour faire passer par exemple un liquide à l'intérieur. Donc, si vous les mettez directement comme ça, vous allez avoir des fuites et vous êtes obligé de faire une petite transition avec un diamètre progressif pour aller du petit diamètre vers le gros, pour que vous puissiez avoir un transfert de fluide correct. Et donc, le circuit d'adaptation d'impédance, c'est la même chose, ça va permettre d'avoir un bon transfert d'énergie entre le module radio et l'antenne. Donc, moi, ce que je préconise en général, c'est de laisser 3 empreintes sur le circuit pour avoir un circuit ampli, donc un composant en série et 2 composants parallèles, ce qui permettra donc après, avec une combinaison de capacité de self, de monter sur ces empreintes-là, de pouvoir adapter quelle que soit l'impédance de l'antenne vers le module radio. Et pourquoi je préfère le circuit en pic en T, c'est que si on n'a pas besoin de l'adaptation, on a juste à mettre une résistance 0 ohm sur l'élément série et on ne monte pas les éléments parallèles. Alors que sur un circuit en P, ça nécessite d'avoir 2 résistances 0 ohm et un élément non connecté. Donc ensuite, le deuxième critère qui va caractériser l'antenne, c'est son efficacité de rayonnement. En effet, donc l'antenne va recevoir l'énergie qui arrive du module radio. Ensuite, cette énergie-là, elle doit la rayonner. Et donc, si c'est une antenne qui présente beaucoup de pertes dues aux matériaux, donc on va avoir une bonne partie de l'énergie qui va être dissipée, et donc on aura une efficacité de rayonnement réduite. Et donc, concernant les antennes très compactes, la dimension du plan de masse participe aussi au rayonnement et donc va aussi jouer sur l'efficacité de rayonnement de l'antenne. Donc c'est pour ça que ces performances sont dépendantes du contexte d'intégration sur le PCB. Donc là, je vous présente justement quelques exemples sur une antenne du commerce. Donc là, c'est une antenne chip à 868 MHz où ces performances donc, sont annoncées dans la datasheet que vous voyez dans le tableau à gauche. Alors, donc l'antenne, elle fait 10 mm par 3 mm, mais ces performances-là sont données pour un montage sur un PCB type qui est dessiné en dessous, c'est-à-dire un PCB qui fait 80 par 40 mm, donc ce qui représente à peu près une surface du plan de masse de 3200 mm². Donc vous voyez que dans ces conditions-là, le gain est de 1,6 dB et vous avez une efficacité, une bonne efficacité de l'antenne. Après, donc cette même antenne placée de la même manière, mais sur une carte beaucoup plus petite, 4 fois plus petite, donc sur un PCB là, qui aura une surface de 1000 mm². Vous voyez que l'efficacité
est réduite. On perd 2 dB sur l'efficacité de rayonnement. On était à moins 0,5 dB sur l'efficacité de rayonnement. Là, on passe à moins 2,5 et le gain est de 0,7 dB. Et ensuite, encore sur un PCB beaucoup plus petit qui fait un rayon de 16 mm, vous voyez que là, on perd 6 dB, 8 dB par rapport à la carte d'évaluation sur l'efficacité de rayonnement. Là, ce deuxième exemple, donc c'est toujours sur la même antenne et c'est pour montrer l'impact de la localisation. Donc là, son intégration typique, c'est sur le bord du PCB. Cette même antenne-là, si je la mets au milieu du PCB, vous voyez que l'efficacité de rayonnement, on est passé de moins 0,5 dB à moins 28 dB, c'est-à-dire que l'efficacité globale était de 89% dans son contexte d'intégration typique. Et là, on passe sur 0,2% avec cette mauvaise intégration. C'est-à-dire que monter comme ça, l'antenne ne rayonnera pas du tout. Enfin, ici, cet exemple-là, c'est pour vous montrer l'impact que pourrait avoir aussi le packaging. Donc là, c'est un exemple sur une antenne imprimée sur un PCB. Et donc là, je vous montre la courbe du paramètre SA1, donc l'adaptation de l'antenne toute seule, donc la carte électronique toute seule, et après la carte électronique placée dans une boîte en plastique, donc sur la courbe bleue. Vous voyez qu'entre la courbe bleue et la courbe orange, on a un décalage en fréquence de environ, donc là 6% dans cet exemple-là. Donc après, le décalage peut être plus ou moins important selon la propriété du plastique et selon aussi le type d'antenne. Donc, si on fait lorsque vous designez l'antenne, vous faites un design de l'antenne en considérant seulement la carte, vous allez avoir une fréquence de résonance bien adaptée de la carte toute seule. Une fois que vous allez la mettre dans votre produit, vous allez avoir un décalage en fréquence qui fait que vous serez désadapté à votre fréquence d'utilisation. Donc, vous allez augmenter les pertes. C'est pour ça qu'il est très important, dès le départ, lors de la conception, de prendre en compte tous les éléments et aussi les éléments du boîtier qui vont jouer sur les performances. Donc, en synthèse, pour conclure, il faut se rappeler donc, l'antenne est vraiment un élément critique dans l'objet connecté. Ce n'est pas un composant standard que pick and place comme une capacité de 10 picofarads, une self de 2 nanos. L'antenne n'a pas une impédance fixe. Son impédance donc, est fortement variable selon son environnement. Donc, appliquer vraiment les règles d'intégration pour limiter tous les risques de dysfonctionnement et considérer tous les environnements lors du design du système. Et prévoir donc, toujours aussi de pouvoir mettre un adaptateur dans et l'antenne pour pouvoir après optimiser le système. Donc voilà, je pense que je suis dans les temps. Je vais pouvoir donc passer la parole à Tariq qui va faire la relation pour Victor. Oui, merci beaucoup Hervé. Très bien. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je vois qu'il y a déjà des questions qui arrivent dans le chat. On va les mettre de côté et c'est Ariane Vedren qui, à la fin, va les regrouper et va solliciter nos experts. Eh bien, sans plus tarder, on fait la transition avec Endless Wireless. Victor Petit. Victor, c'est à toi pour la suite du webinaire. Merci Tariq, merci Hervé. Donc, effectivement, Victor Petit, je vais commencer par me présenter. Je pense qu'il faut que je prenne la main sur la présentation. Ok, donc ouais, Victor Petit, je suis ingénieur commercial grand compte chez Endless. J'espère que tout le monde m'entend. J'interviens aujourd'hui sur sur ce webinaire sur la catchphrase qui apparaît en haut, faire les bons choix technologiques et adapter le protocole de communication à vos applications. On va un focus sur les applications qui sont maîtrisées chez Endless Wireless, qui sont des applications de gestion technique du bâtiment, d'efficacité énergétique dans le bâtiment. Donc avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots à propos d'Endless. Voilà, donc en 2 mots, chez Endless, on fabrique des capteurs machine to machine
et IoT pour des applications de gestion technique du bâtiment, de performance énergétique dans le bâtiment. Ce sont des capteurs qui sont des capteurs radio, très très longue portée et très faible niveau de consommation. On a choisi au démarrage de l'activité de sous-traiter à peu près tous les domaines de compétences. En interne chez NLS, on est un bureau marketing et enfin, commercial et marketing, et on sous-traite la partie ingénierie, la partie fabrication et la partie logistique, essentiellement à des acteurs locaux français. Donc nos capteurs sont made in France, ils sont fabriqués à côté de Bayonne, chez un gros partenaire qui s'appelle BMS Circuits. Voilà, c'est le top 10 des fabricants de matériel électronique. Donc nos capteurs sont des capteurs dédiés à des applications de gestion technique du bâtiment, et on vend ces capteurs à des clients type intégrateurs en gestion technique du bâtiment, exploitants, qui font une photographie à l'instant T de la consommation énergétique chez leurs clients, et via l'installation de nos solutions garantissent une réduction des consommations énergétiques de l'ordre de 30-40% sur X années. Voilà ce qu'on peut dire en 2 mots. En termes de chiffres, on est en activité depuis une dizaine d'années chez NLS. On est basé à Bordeaux. On a clôturé le dernier exercice financier aux alentours des 3 millions d'euros, ce qui représente des ventes essentiellement basées sur les technologies qui sont listées ci-dessous. Wireless M-Bus, bande de fréquence 169 MHz, Sigfox, et on affiche les logos LoRaWAN, LoRa et WISE. Alors le LoRaWAN, c'est une gamme de produits qui est en cours de développement chez nous, mais qui sera disponible demain, puisque la dispo commerciale est prévue pour dans une vingtaine de jours. Donc voilà, entre le Wireless M-Bus et le Sigfox, depuis les 10 dernières années, on a vendu un petit peu moins de 200 000 capteurs. On en a mis 180 000 en circulation jusqu'à présent. Rapidement, en termes de certification, l'organisation chez NLS, on est certifié ISO 9001. Tous nos produits sont certifiés CE, et on a certains produits qui sont dédiés à de la télérelève de compteurs qui sont certifiés ATEX pour les atmosphères explosives. Voilà, donc les capteurs qu'on fabrique et qu'on vend sont dédiés à 4 grandes familles d'applications. La première, le confort, ça c'est un gros pan de notre activité. Là, on a des capteurs qui permettent de mesurer la température, l'humidité et la qualité de l'air au travers du CO2 et du COV pour les composés organiques volatiles. Gros pan de notre activité, la partie confort. Ensuite, le deuxième plus gros pan de notre activité, ça va être la télérelève de compteurs, où là, on a des capteurs qui sont dédiés à de la télérelève de compteurs d'eau, d'électricité, de gaz avec le capteur ATEX dont je parlais tout à l'heure. Et sur la partie énergie, on a des transmetteurs qui sont des transmetteurs interface Modbus qui permettent de lire des registres de compteurs Modbus. Ensuite, on est aussi actif sur du monitoring de température, on va dire, c'est-à-dire qu'on fait du monitoring de température sur des applications d'eau chaude sanitaire, froide via des sondes de température avec des sondes externes PT100 contact ou PT1000. Et ensuite, on est aussi actif pour finir et pour compléter nos gammes de produits sur des produits plus dédiés à des applications industrielles. On propose des transmetteurs avec des interfaces analogiques 420 milli, 0,5 volts, 0,10 volts, sur lesquels on peut raccorder des sondes analogiques externes. Et ensuite, on propose aussi des transmetteurs de contact on-off qui permettent de remonter des états de changement d'état, justement. J'espère que tout le monde m'entend. N'hésitez pas à mettre un message sur le chat si c'est pas le cas. J'ai vu que j'avais des petits peut-être soucis de connexion. N'hésitez pas à me le dire. Je continue. Donc, l'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est d'essayer de vous donner un petit peu plus d'informations sur l'adaptation des protocoles de communication en fonction des applications qui seront, comme je vous l'expliquais, des applications d'efficacité énergétique de bâtiment. Alors qu'un protocole LP WAN, un protocole LP WAN, c'est un protocole qui va être dédié à de la communication très très bas débit, très longue portée, essentiellement pour de la communication d'objets connectés, où on a besoin de faire passer des très petites quantités de data sur des très longues distances parfois.
et généralement sur des objets qui fonctionnent sur batterie. Donc, à partir du moment où on a des objets qui fonctionnent sur batterie, il est assez important d'utiliser des réseaux dont le débit est faible. Et qui dit débit faible dit très très faible niveau de consommation. Donc, les batteries sont prévues pour tenir sur de longues périodes à partir du moment où on utilise ce type de réseau. On va faire le focus sur plusieurs protocoles qui sont utilisés chez Endless et qui sont maîtrisés chez Endless. Le Wireless MBus sur bande de fréquence 169 MHz, Sigfox, et LoRaWAN. Donc je vous en dirai un petit peu plus sur les slides suivantes sur les architectures types de ces types de protocoles. Mais en grosso modo, ce qui va différencier les protocoles, ça va être le type d'architecture. Est-ce qu'on parle d'une architecture privée où on va avoir des transmetteurs qui vont communiquer avec un récepteur avec des contraintes de distance ou avec une gateway, par exemple? Est-ce qu'on parle de réseau opéré où là on a un réseau IoT type Sigfox ou LoRaWAN qui maille et qui couvre une partie du territoire? On positionne un objet dans le périmètre de ce réseau-là, on le provisionne d'un abonnement et derrière on va pouvoir remonter des informations via ce réseau-là. Le choix du réseau en fonction de l'application va être aussi déterminé par le prix de l'architecture à mettre en place. En fonction de l'architecture, c'est vrai que les coûts peuvent être différents. Est-ce qu'on privilégie des coûts d'abonnement pour communiquer avec les clouds des opérateurs IoT, ou est-ce qu'on préfère rester propriétaire de sa data et du coup éventuellement peut-être au lancement du projet on pourrait considérer mettre un petit peu plus d'argent sur une infrastructure, une architecture locale sur base d'automates ou d'gateway. Voilà, ce sont des choses qui doivent être analysées. Les portées radio, bien évidemment, le nombre de messages qui peut être envoyé sur chaque protocole, ça, ce sont les choses qui permettent aujourd'hui de déterminer le protocole on va utiliser sur quel type d'application. Hop. Alors, je vais reprendre. Voilà, donc en termes de protocoles, sur les protocoles maîtrisés chez Endless, on vous les liste sur cet écran. On distingue deux types de protocoles, des protocoles privés et des protocoles opérés. Les privés sont listés sur la gauche de l'écran, les protocoles opérés sur la droite. On va peut-être commencer par un descriptif des protocoles opérés. Il y a deux gros protocoles opérés aujourd'hui en France. Le premier, Sigfox, et le deuxième, LoRaWAN. Sigfox, aujourd'hui, c'est un protocole qui est opéré par Sigfox, la société Sigfox. Donc Sigfox est opérateur de son propre réseau. Et en France, on distingue aussi Sigfox avec le LoRaWAN, et le LoRaWAN est opéré pour le coup par deux opérateurs qui sont Orange et Obgenius, filiale de Bouygues Telecom. Donc l'idée, à partir du moment où on utilise un protocole opéré, c'est que le protocole couvre le territoire. En France, on parle d'à peu près 98% de couverture, que ce soit pour Sigfox et pour LoRaWAN chez les deux opérateurs. On a une couverture réseau nationale. Chez Endless, on propose des devices qui sont compatibles avec ces protocoles-là. À partir du moment où on positionne un objet dans une zone couverte par le réseau le réseau LoRaWAN ou Sigfox, qu'on provisionne cet objet avec un abonnement chez un des opérateurs, on arrive à faire dialoguer directement le capteur avec le cloud d'un de ces opérateurs-là. Donc là, on est sur une solution vraiment opérée, transmetteur, provisionné d'un abonnement qui communique vers le cloud d'un opérateur. Ce qui va différencier ces deux opérateurs-là. Je crois qu'il y a eu un mode de question activé. Oui. Ce qui va distinguer ces deux opérateurs-là, ça va être la qualité de couverture du réseau. Il y a des zones qui sont mieux couvertes par le réseau Sigfox et inversement qui vont être mieux couvertes par le réseau LoRaWAN d'un des opérateurs. Le prix de l'abonnement. Les prix d'abonnement ne seront pas les mêmes si on utilise le réseau Sigfox ou si on utilise le réseau LoRaWAN chez tel ou tel opérateur. Et le nombre de messages qui pourraient être envoyés, la bidirectionnalité du réseau. On sait par exemple que le réseau LoRaWAN est bidirectionnel
assez facilement. Le réseau Sigfox, ça a tendance à être un petit peu plus compliqué. Mais ça, ce sont des réseaux qui peuvent être intéressants à partir du moment où on n'a pas de monitoring à faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de régulation à faire. Si il s'agit de remonter des points assez éparpillés dans un même site ou un même bâtiment, ça peut avoir de l'intérêt de passer par un réseau opéré. On met un transmetteur dans le bâtiment, on le provisionne d'un abonnement et on n'a pas de configuration particulière à prévoir. Les frais de l'architecture sont assez faibles. On va alimenter le capteur et puis le capteur va remonter directement sur le cloud de l'opérateur. Et depuis le cloud de l'opérateur, on arrive à traiter les informations via des plateformes de visualisation de données pour générer des statistiques, des courbes, des alertes en cas de dépassement de seuil. Voilà, on est vraiment sur un mode de remontée d'informations et de visualisation de l'information. Sur la gauche, en revanche, on retrouve des modes privés. Donc là, ce sont des modes point à point, transmetteur soit vers récepteur ou transmetteur vers gateway. L'idée ici, quand on utilise un mode privé, c'est que, alors premièrement, on souhaite pas forcément que les données transitent par un opérateur et par un cloud. On veut rester propriétaire de sa data. Donc dans ces cas-là, on va plutôt s'orienter vers un mode privé. Le mode privé, il peut se justifier également lorsque vous avez beaucoup de points qui sont centralisés sur un même site et que le calcul installation d'une passerelle qui centralise les informations versus provisionnement d'abonnements sur chaque capteur est plus rentable côté gateway. Si vous avez beaucoup de points à centraliser, je pense au LoRaWAN qui est affiché en bas à gauche, vous allez avoir plutôt tendance à bâtir un réseau privé qui vous permet de bypasser le côté abonnement qui peut être assez significatif quand on parle de plusieurs dizaines voire centaines de capteurs. Voilà. Dernier point qui est intéressant aussi en mode privé, c'est quand on veut travailler absolument sur de la régule. Si on a éventuellement un automate ou une GTC qui est en place sur un site, là l'idée c'est de faire remonter les informations sur la GTC et de les traiter depuis la GTC pour éventuellement faire du pilotage derrière des équipements dans le bâtiment. Alors là on utilise les deux protocoles chez nous qui sont le Wireless MBus et le LoRa privé propriétaire où on va avoir des transmetteurs qui communiquent vers un récepteur, Modbus ou BACnet sur la partie LoRa. Les transmetteurs communiquent vers le récepteur stocke les informations des transmetteurs et le met à disposition de l'automate. Et derrière, c'est l'automate qui fait le traitement de la data. Donc vous voyez que finalement le choix du protocole, il va être surtout sur est-ce que j'ai envie d'être propriétaire de mes données, est-ce que ça pose problème si les données sont transitent par un opérateur, est-ce que j'ai beaucoup de points centralisés dans un même espace et dans ces cas-là, ça vaut peut-être plus le coup de passer sur un mode privé qu'un mode opéré. Le mode opéré peut avoir du sens si on a des points un petit peu éparpillés dans le bâtiment. Et bien évidemment, la qualité de couverture du réseau. Si demain, on se rend compte sur un site qu'on n'a pas de réseau Sigfox ni de réseau LoRaWAN, ça va être compliqué d'utiliser ces réseaux-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la couverture de ces réseaux Sigfox, LoRaWAN est très bonne en agglomération. Quand on est sur des applications plutôt en ruralité, c'est peut-être parfois un petit peu plus compliqué. Voilà ce qu'on peut dire. Là, vous avez un petit résumé du coup des différentes technologies maîtrisées, utilisées chez Endless. Donc Wireless MBus et LoRa. Donc Wireless MBus première ligne, LoRa troisième ligne. Là, on est vraiment sur un mode privé propriétaire sur base de récepteurs raccordés à un automate. Ensuite, on retrouve les modes opérés, Sigfox et LoRaWAN public, où là, on a les transmetteurs qui communiquent directement vers le cloud d'un opérateur, que ce soit Sigfox ou LoRaWAN. Et derrière, on a du LoRaWAN privé aussi, où là, les transmetteurs LoRaWAN peuvent communiquer avec des gateways LoRaWAN du marché, qui garantissent une certaine interopérabilité. Vous prenez une gateway LoRaWAN du marché, vous pouvez faire remonter tout type de capteurs, à condition que ce soit des capteurs LoRaWAN. Voilà, je pense de toute manière que la présentation sera mise à disposition à la fin du webinaire, donc vous pourrez reprendre tous ces éléments. On a un petit exemple applicatif de choix d'une technologie plutôt qu'une autre, qui a été, alors c'est une application qui a été réalisée avec un intégrateur qui s'appelle Froidmed auprès de différents hôtels
complexe hôtelier, où là, l'enjeu pour Froidmed, c'était de surveiller le risque de prolifération de légionelles. Donc l'idée, c'était d'installer des capteurs sur des circuits d'eau chaude sanitaire dans ces complexes hôteliers, et derrière de mesurer la température de la boucle ECS pour prévenir des risques de légionelles. C'était une chose qui était faite avant dans ces hôtels, mais de manière manuelle. Donc manuellement, c'était des choses qui avaient un coût. Il fallait allouer du personnel pour venir faire les relevés de température manuellement. Là, l'idée, c'était d'automatiser la remontée des valeurs de température sur ces chaînes d'hôtels-là. Donc, on a un premier site sur lequel on a apporté une solution en utilisant la technologie Wireless MBus 169, où, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des transmetteurs qui communiquent avec un récepteur, et le récepteur centralise les informations. On est propriétaire de la data, et ensuite le récepteur est raccordé soit à un automate, soit à une gateway, et la gateway ou l'automate pousse les informations vers un serveur. Ça c'est un premier cas d'application. Sur ce site-là, pourquoi est-ce que on utilise le protocole Wireless MBus 169? Déjà parce que la qualité de couverture du réseau Sigfox était optimale, et ce qui avait été entendu avec le client, c'était que il fallait absolument pas que les données sur ce site assez sensible passent par un réseau opéré, un réseau tiers. Donc il fallait absolument que la data reste propriétaire. Donc transmetteur vers récepteur, récepteur vers passerelle. Ça, c'est un premier cas d'application. Ensuite, la passerelle pousse les informations vers un serveur, et le serveur, les informations sont traitées. Alors là, en l'occurrence, on a travaillé sur cette partie-là avec un partenaire qui édite des plateformes qui s'appelle IOSync, qui récupère les informations du serveur et sur une plateforme. Deuxième site où là on utilise le réseau Sigfox, on avait peu de points à remonter, donc le fait de bâtir une architecture sur base de transmetteurs, récepteurs, gateway ou automate, c'était peut-être surdimensionné. Là l'idée c'était vraiment de mettre des transmetteurs provisionnés d'un abonnement Sigfox. Ça tombait bien puisque le réseau Sigfox couvrait très bien ce site-là. Donc, on avait les transmetteurs positionnés dans une zone couverte par le réseau, provisionnés d'un abonnement chez Sigfox, qui poussait les informations vers le cloud Sigfox. Et depuis le cloud Sigfox, on arrivait à récupérer les informations, toujours sur la plateforme de ce partenaire IOSync, et on mettait en forme les données directement sur la plateforme. Donc, la finalité de remontée des informations est la même. Ce qui était différent, finalement, c'était le moyen de remonter les informations. En termes de retour sur investissement, le retour a été hyper positif, puisque le fait de ne plus faire ces relevés manuels a permis aux hôtels d'économiser 3 000 € par an, ce qui est pas négligeable. Le ROI a été positif après seulement 2 mois d'utilisation de notre solution. Et en termes de surveillance, on a pu aussi détecter des failles et des défaillances au niveau du système de chauffage, qui a permis d'intervenir très très rapidement et d'éviter la propagation de bactéries de Légionelle. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair pour conclure. Voilà, il est important de dire que et d'analyser, c'est notre travail chez Endless, quelle architecture radio est la plus adaptée aux contraintes du terrain. C'est le boulot qu'on fait chez Endless, et voilà, c'est dans ce cadre-là que j'intervenais aujourd'hui. Merci beaucoup. Parfait, merci Victor. C'est très intéressant, surtout d'avoir des cas concrets de retour d'expérience de clients. Sans tarder, en fait, on va aborder la partie questions-réponses. Je vais passer la parole à Ariane Vedren du pôle Alpha RLH. Ariane est en charge chez nous de l'activité numérique Usine du Futur. Et Ariane va gérer la partie questions-réponses. Et tout d'abord, un petit sondage. Tu vas nous en dire plus, Ariane. Tout à fait. Alors, merci Tariq, et puis merci à nos intervenants Hervé et Victor pour leur présentation, qui ont suscité pas mal de questions. Je vous laisse quand même quelques minutes pour poser les dernières questions, et avant, on va passer à un petit sondage. Donc, du coup, voilà, c'était pour savoir si vous souhaitez être recontacté par un des intervenants. Si oui, lequel? Est-ce que c'est le pôle Alpha RLH et ou système et ou NS Wireless?
Voilà. Et si vous aviez aussi des idées de suggestions de sujets que vous souhaiteriez aborder pour un prochain rendez-vous IoT du pôle. Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour répondre. Bien sûr, les réponses seront envoyées directement à nos intervenants. J'en profite aussi pour vous mentionner un petit bouton qui apparaît en haut de votre écran qui permet de vous inscrire dès à présent pour le prochain rendez-vous du pôle qui aura lieu le 3 décembre prochain. Voilà. Donc, je vais passer à la partie questions-réponses. Donc, déjà, bon, effectivement, les présentations vous seront disponibles dès la fin de ce webinaire. En fait, vous pourrez y accéder tout en haut à droite. Il y a un petit bouton tableau d'événements et dedans, vous avez les fichiers à télécharger. Donc, on va commencer dans l'ordre par une question pour système. De Philippe Galera qui nous demande de quid de la techno MEMS dans les IoT. Donc effectivement, la techno MEMS peut être utilisée, notamment aussi en ce qui concerne les circuits d'adaptation, pour faire des circuits d'auto-adaptation ou d'adaptation intelligente. Par contre, là, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas au niveau IoT si c'est des choses qui sont utilisées. Je sais que c'est des choses qui sont plus utilisées, je crois, sur la partie en téléphonie, sur des systèmes un peu plus forte valeur ajoutée. Donc après, sur des objets connectés qui sont en général aussi faible coût, je ne sais pas si la techno web est utilisée aujourd'hui. La technologie même, pardon, est utilisée aujourd'hui. Ok. Merci. Donc, on avait une autre question de Delphine sur. Alors, je perds la question. Est-ce que Système peut réduire les risques à des effets CEM lors de la conception? Donc, oui, bien sûr. Donc, déjà, donc, il y a plusieurs niveaux. Donc, déjà, niveau intégration et design de l'antenne et routage de la partie RF. Donc là, on préconisera, on optimisera les choses pour justement réduire tous les effets CEM. Et de plus, vu que notre laboratoire à Brive, nous sommes habilités pour faire le marquage CE des produits, donc tous les tests relatifs à l'homologation radio des produits, on peut accompagner aussi les structures pour faire justement des tests amont avant de passer la certification et pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de problème CEM et que le produit répond aux normes en vigueur pour pouvoir après obtenir le marquage CE. Ok, merci. Alors maintenant, une question pour Endless Wireless. Donc, pour le protocole LoRa et dans le cas où vos capteurs ne captent pas à partir d'une certaine distance, moins de 4 km, est-ce que vous proposez de modifier la configuration des antennes de capteurs afin d'augmenter la portée? C'est une bonne question. Très honnêtement, je pense que non. Les antennes sont optimisées lors de la création et la conception de nos capteurs. On n'a pas de possibilité aujourd'hui sur des solutions industrialisées comme les nôtres, à moins de gros volumes, de faire du spécifique et du sur-mesure sur éventuellement de l'optimisation d'antennes. Après, qu'est-ce qu'on entend par modifier la configuration des antennes? Est-ce que c'est modifier une configuration vraiment hardware sur le PCB au niveau de l'antenne de manière à l'optimiser, ou est-ce qu'on est plutôt sur la modification d'un spread factor? Si éventuellement cette personne pouvait nous donner un petit peu plus d'infos dans le chat, ce serait peut-être intéressant pour pouvoir répondre précisément. Ok. Donc, en attendant les précisions complémentaires sur la question,
Je vous en propose une deuxième, Victor. Donc, Tony qui demande, proposez-vous des solutions logicielles qui permettent à vos clients d'exploiter leurs données de manière optimale et personnalisée? Alors, aujourd'hui, chez Endless, on est actif que sur la partie end-device. On propose pas de partie logicielle, de partie soft, ni dans le cadre de communication en opéré, ni d'abonnement. Généralement, c'est plutôt le travail de nos clients intégrateurs de réunir toutes ces solutions-là, abonnement, device de chez nous plus plateforme. En revanche, on travaille avec des partenaires, éditeurs de plateformes, avec qui on peut mettre en relation n'importe quel client intégrateur ou client final. Je pense à une société entre autres qui s'appelle IOSync, avec qui on travaille de manière vraiment bonne et en étroite collaboration. Un autre partenaire sur la partie édition de plateforme qui s'appelle Technilog, et un partenaire belge aussi qui s'appelle Energis Cloud. Je peux éventuellement fournir les coordonnées de toutes ces sociétés qui décodent nativement nos trames de données de tous nos capteurs. Donc c'est vraiment du plug and play à partir du moment où on utilise ce type de solution logicielle. Ok, merci. Donc, je reviens vers Hervé avec une question de Patrice. Peut-on concevoir un objet communicant multibande en conservant un système antennaire imprimé? Donc oui, il est possible de designer une antenne imprimée qui est multibande. Après, tout va dépendre des bandes souhaitées et de la surface après qui sera disponible sur le PCB. Donc après, ouais, suivant la taille de la carte électronique, il sera possible ou pas de faire un design imprimé. Si on est sur un objet vraiment très compact où la surface pour pouvoir faire le motif de l'antenne est trop réduite, on sera obligé de passer sur d'autres technologies d'antenne. Donc après, voilà, là, ça dépend vraiment des spécifications et du cahier des charges pour voir si un design imprimé est compatible ou pas en fonction des fréquences souhaitées. Ok. Juste une petite question qui été soulevée pendant votre présentation par rapport à un terme, voilà, VSWR, qui était sur un des paramètres. Donc ça, c'est le taux d'onde stationnaire. En fait, c'est lié au coefficient de réflexion, donc au niveau de puissance réfléchie au niveau de l'antenne. Donc là, c'est lié voilà, à l'impédance de l'antenne. Donc c'est comme le SA1, en fait, pour évaluer justement l'adaptation de l'antenne, on va parler soit en SA1, avec la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure en exemple, ou en VSWR. Donc c'est deux paramètres qui sont liés entre eux, quoi. Donc en termes de valeur, si on était parfait sans une antenne parfaitement adaptée, sans aucune réflexion, le VSWR est égal à 1. Et après, donc c'est une valeur entre 1 et l'infini, quoi. Et plus il augmente, plus on est désadapté. D'accord, parfait. Merci pour cette précision. Alors, une dernière question pour Ernest. Pouvez-vous également un business model entre LoRa et Sigfox? Il me semble que Sigfox demande un abonnement. Effectivement, ouais, Sigfox demande un abonnement. Alors, on est quasiment sur les mêmes business models entre Sigfox et LoRaWAN, c'est-à-dire que on a un réseau opéré qui couvre un territoire, que ce soit LoRaWAN ou Sigfox. Quand on utilise le LoRaWAN, le réseau est opéré soit par ObjNews de Bouygues Telecom, soit par Orange en France, et Sigfox est opéré par Sigfox, société toulousaine. L'idée, quand on utilise ces deux réseaux-là, effectivement, on parle généralement d'un abonnement pour faire communiquer nos capteurs Sigfox sur les serveurs et le cloud Sigfox. Il faut absolument que chaque transmetteur soit provisionné d'un abonnement. Et idem sur la partie LoRaWAN. Si demain on a envie de faire communiquer nos capteurs sur le cloud d'un opérateur LoRaWAN, donc soit sur le cloud d'Orange ou d'ObjNews en France, il faut absolument souscrire à un abonnement pour chaque capteur chez un de ces opérateurs. Ce qui va être intéressant avec LoRaWAN, c'est que on peut passer d'un mode opéré à un mode privé. C'est-à-dire que les capteurs peuvent communiquer aussi bien sur le cloud d'un opérateur sous réserve d'être provisionné d'un abonnement, ou vers une passerelle ou une gateway
qui là peut centraliser les informations des transmetteurs et du coup ne nécessite pas d'abonnement pour chaque capteur. Okay. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux pour vos présentations et vos réponses. Du coup, pour toutes les personnes qui auraient d'autres questions, vous trouverez les coordonnées de nos présentateurs à la fin du diaporama que vous pourrez télécharger. Donc là, pour conclure ce premier épisode des rendez-vous de l'IoT, on vous donne rendez-vous donc le 3 décembre, même horaire, à 11h, sur une présentation qui va cette fois réfléchir à comment allier puissance de calcul, traitement au débit, faible consommation et miniaturisation dans votre IoT. Donc, plus de détails à suivre. Voilà, donc gardez bien les mails du pôle sur vos écrans. Et puis, donc, on travaille à une journée plénière lors du premier trimestre 2021 sur les challenges de l'IoT, donc une grande journée de conférences. Donc, comme je vous l'ai proposé, voilà, vous pouvez trouver les coordonnées des différentes personnes du pôle qui peuvent vous renseigner aussi sur toutes ces questions, les coordonnées d'Hervé et de Victor. Il me reste donc vous souhaiter une bonne journée et puis de nous retrouver bientôt sur ces rendez-vous de l'IoT. Et n'oubliez pas donc si vous voulez télécharger la présentation, en haut à droite, tableau d'événements, fichier partagé, et là vous pouvez télécharger la présentation. Merci à tous et bonne journée à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.